ciel d'Afrique, nos voix s'élèvent, portant les récits que le monde rêve. Des plaines dorées aux rivières sans fin, nous sommes la présentation de notre rapport. Les rapports sur les évaluations certificatives, notamment nous allons plancher aujourd'hui sur l'examen d'État. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif de la matière, je voudrais accorder la parole à la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme, qui est une structure de défense des droits humains. Et vous le savez pertinemment bien que l'éducation, c'est un droit fondamental humain. Voilà pourquoi la VSV s'intéresse à ce genre de questions. Et je vais donner la parole à Madame Irène, qui va devoir parler au nom de cette structure chère, la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme. Des enseignants de la RDC en séjour pour parler du rapport d'évaluation des examens d'État 2026. La phase de la hors-session, mais également la phase de la session ordinaire. Si nous avons accordé cette tribune de presse, c'est parce que les droits et l'éducation font partie des droits économiques, sociaux et culturels qui constituent la deuxième génération des droits humains. Et par conséquent, les rapports d'évaluation que Sinecat a fait constituent en fait un plaidoyer auprès des autorités pour améliorer le déroulement de la phase prochaine en 2027. Voilà pourquoi nous avons accordé cette tribune de presse à Sinecat qui va nous donner le contenu de ces rapports à travers M. Jean Bosco Pouna qui est le président de Sinecat. M. Jean Bosco, vous avez la parole. Siadek qui est à ma gauche, elle reviendra sur les défis organisationnels des épreuves certificatives, notamment l'examen d'État. Et je reviendrai pour donner les défis. Nous allons clôturer par des recommandations. Sans plus tarder, bien entendu, le SIADEC, syndicat des enseignants. Nous avons également le CIPEPCO, qui est le syndicat des enseignants et personnels, pour qu'ils viennent afin que nous puissions échanger autour. Irène, par rapport à l'année prochaine, nous souhaiterions que l'année prochaine soit différente de cette année. Alors, nous donnons la parole à M. Justin. 2026, qui est subdivisé en deux phases. Nous avons la hors-session et la session ordinaire. Première partie, c'est la phase hors-session. Cette évaluation intervient après la passation des différents centres, des épreuves de la hors-session, c'est après. L'épreuve de dissertation française, les épreuves orales de français et d'anglais, les épreuves traditionnelles, ainsi que les épreuves pratiques et professionnelles. Réunie le 18 mai 2026, la cellule technique de suivi des épreuves de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a fait le constat du déroulement des épreuves de la hors-session et formule des recommandations auprès des autorités pour améliorer l'organisation de la prochaine session de l'examen d'État 2027. A. Nous avons les constats généraux. 1. De l'organisation des épreuves. Les heures de démarrage des épreuves prévues à 7h30 n'ont pas été respectées dans plusieurs centres. Certains examens étaient arrivés au centre très tardivement, d'où plusieurs centres commençaient les épreuves à 10h, perdant le temps à la mise en place et à l'attente des copies d'examen. Les choix de certains centres étaient inadéquats pour des épreuves de ce niveau. On a assisté à des salles où il n'y avait pas suffisamment de bancs. Les élèves devraient se démener pour écrire ou attendre qu'on se replie sur les écoles voisines pour trouver des bancs. Et cela avait des répercussions sur la concentration des apprenants et sur le temps imparti. Les choix des examinateurs et chefs des centres avaient posé problème. Certains examinateurs de branches d'options, latin, chimie, physique, dessin, anglais, étaient atypiques. On a trouvé des personnes qui n'enseignent pas
des enseignants de l'ISTEM évaluer les apprenants alors que beaucoup d'enseignants qui ont renseigné leur profil au travers de leur titre académique n'ont pas été retenus. Certains chefs de centre avaient l'air perdus, ne maîtrisant parfois ni l'horaire ni les modes opératoires. Certaines, pire encore, pour classifier par ordre alphabétique, complaisance et copinage à éviter pour la suite. L'intégrité des épreuves et des examinateurs était sujette à caution. Les chefs des centres étaient en parfaite intelligence avec les promoteurs d'école, avec le chef d'établissement. La corruption était presque la règle avec un montant de 5 000 francs congolais à 10 000 francs congolais imposé à chaque participant par les examinateurs. Avec la superbe compréhension des chefs des centres, les élèves intelligents qui avaient les soucis de mesurer leur savoir étaient déçus et découragés. Cette situation se présente comme la nouvelle formule trouvée depuis quelques années pour échapper à la modicité des primes payées aux intervenants ou un paiement des primes des intervenants aux évaluations. La pléthore des examens en options scientifiques, au moins 5, amenuisant l'efficacité de l'épreuve. Le manque de frais de fonctionnement des centres, exposant ainsi le chef des centres à la corruption. La sécurisation des centres a posé problème à certains endroits, à l'instar d'un des centres d'Engaba à Saint-Laurent, où l'on avait signalé l'intrusion des inciviques au centre en pleine passation des épreuves. En définitive, les élèves qui participent aux épreuves dans ces conditions de cafouillage réussissent sans problème et sont très critiques vis-à-vis du système d'organisation qui reste moins fiable. 2. Contenu des épreuves et attribution des notes. On s'est interrogé à ce niveau sur le principe pédagogique et scientifique qui régente la composition, l'orientation et la diversification des épreuves. Les épreuves, de manière générale, sont plus théoriques que pratiques et ne permettent pas de jauger les vraies attitudes des apprenants. Les épreuves pratiques professionnelles se résument à de simples formalités. Ce jury, dans sa conception initiale, devrait permettre aux élèves de manipuler, démontrer et de produire des réalisations à titre exemplatif. La pratique professionnelle pour les élèves de l'option pédagogique. Une fois que les candidats ont retiré le sujet du travail à faire, c'est-à-dire une leçon enseignée, on leur présente la possibilité de ne pas enseigner, moyennant une somme, surtout pour les candidats autodidactes. La pratique professionnelle, par exemple, en physique, en chimie, en latin, en informatique, est restée purement théorique, ce qui contraste avec les objectifs du départ. Pour la physique, par exemple, les spécialistes de la cellule technique de suivi et des évaluations de la synergie ont souhaité que des questions sur des manipulations soient alignées. Montage d'une sonnerie électrique, poulie fixe, poulie mobile, détermination de la pesanteur par le plan incliné, chute libre, pendule simple à ressort, ainsi de suite. Montage de résistance en série en parallèle. La pratique personnelle en informatique devrait permettre aux candidats de manipuler l'ordinateur, comment allumer, comment éteindre, les principes d'utilisation du clavier. La pratique professionnelle en latin pouvait présenter une situation. L'apprenant montre comment s'exercer sur une plaidoirie, une communication journalistique, ainsi de suite. Les principes de cotation ne sont pas objectifs, ne respectent pas les règles docimologiques et relatives. Tous les candidats réussissent, réduisant ainsi ces épreuves à une simple formalité. Ce faisant, cette épreuve pourra réellement être comprise comme une épreuve abordant
abordé lors de la session ordinaire, il y a lieu de présenter la pertinence de cette épreuve. Proposition de remédiation. Considérant le prestige de l'examen d'État, tous les partenaires éducatifs doivent s'engager à s'activer, à présenter l'image des marques de cette épreuve. La cellule technique de suivi des évaluations propose à l'inspecteur général de l'enseignement, responsable attitré des évaluations, à tenir compte des propositions suivantes. 1. Éviter la complaisance dans les choix des intervenants. Chef de centre, superviseur, examinateur, surveillant. Être capable de résister à toute forme de pression politique. 2. Combattre systématiquement la corruption dans les centres de passation des épreuves et prévoir le barème des sanctions à l'endroit des contrevenants. Faire signer un acte d'engagement et d'intégrité aux intervenants au niveau le plus élevé, superviseur, chef de centre, pour assurer l'intégrité des épreuves. Au besoin, communiquer la hauteur de prime allouée pour la motivation. Supprimer les épreuves qui ne sont pas nécessaires pour ne pas charger inutilement les candidats. Consolider rationnellement la commission chargée de la composition des épreuves. Payer correctement à temps les intervenants au prorata des frais générés pour les mettre à l'abri de la corruption. Dépolitiser les processus de composition, passation et publication des épreuves. Réexaminer les modes opératoires des évaluations de pratiques professionnelles pour préserver la pertinence de ces épreuves. Déterminer et doter les chefs de centre les moyens nécessaires pour assurer une logistique sans faille, c'est-à-dire le papier, fiche à polycopier. Garantir la transparence dans la gestion des fonds publics, mise à la disposition des épreuves certificatives. Question de responsabilité et de redevabilité. Utiliser les enseignants du primaire et aussi les enseignants nouvelle unité pour différentes opérations qui requièrent leur apport et compétences. Séparer l'oral d'anglais à celui de français pour éviter des confusions et au besoin, reporter l'oral d'anglais en attendant sa redynamisation en amont. Renforcer la sécurité au niveau des centres de passation des épreuves, mettre en place sans attendre après chaque épreuve une commission d'évaluation composée des parties prenantes aux différentes épreuves. Renforcer le critère des cotations ou des délibérations. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo réitère sa volonté de voir les épreuves certificatives, particulièrement l'examen d'État, redorer l'image. Deuxième partie, la phase de la session ordinaire de l'examen d'État organisée du 22 au 25 juin 2026. Le présent rapport est le résultat du suivi citoyen mené sur terrain, des témoignages des intervenants, de parents, des élèves premiers bénéficiaires de la formation, des enseignants et inspecteurs réquisitionnés comme intervenants ainsi que de notre communauté. L'objectif poursuivi par le travail mené par la synergie des syndicats des enseignants de la RDC étant de convaincre le gouvernement à convoquer les états généraux de l'inspection générale de l'enseignement en vue d'évaluer les forces et les faiblesses dans l'organisation de cette épreuve et apporter les aménagements souhaités. 2. Constat général. Inadéquation entre les résultats de l'examen d'État et les niveaux réels des apprenants. 3. Constat persistant. La République démocratique du Congo produit des finalistes comparables à des génies, alors que son système d'enseignement connaît une baisse sensible de sa qualité. C'est un contraste. Des élèves qui sortent des classes, qui brillent par l'absence au cours, des élèves qui n'ont plus fréquenté l'école, par exemple les autodidactes,
mais réussissent, c'est un contraste. Les points provenant des écoles E13 sont travaillés par le préfet chef d'établissement et sont envoyés électroniquement à l'inspection avant même la passation des examens de fin d'année pour certaines écoles. Les épreuves hors session s'organisent de manière aléatoire, en toute complaisance. Les points sont distribués aux participants en contrepartie de certains arrangements. Comment un professeur de français peut-il corriger 250 copies de dissertations françaises en moins de 24 heures? De même pour les épreuves orales de français et d'anglais qui sont organisées de manière expéditive. La session ordinaire est émaillée des actes et pratiques non recommandables. Les élèves ont leur portable pendant la session, communiquer facilement avec un labo bien posté par l'avancée technologique avec les chats GPT. La collaboration autorisée par le chef des centres. Le contrôle des dossiers des finalistes, C7, est une véritable formalité, car aucun dossier n'a jamais été recalé. Pour les candidats autodidactes, l'effet vert est consécutif aux frais de participation payés en violation de l'ordonnance instituant l'examen d'État. Le double financement de l'épreuve est conséquent. 1. Fonds générés. 1 900 000 élèves ont participé moyennant 140 000 francs congolais. 2. Fonds publics émergents du budget de l'État. Les intervenants ne sont pas payés ou payés plusieurs mois après. Des primes dérisoires alors que le budget programme est déjà opérationnel. La politisation de l'évaluation par une publication de célérité qui brûle tous les principes de docimologie. Le manque de transparence dans la gestion des fonds générés par la publication de l'épreuve exécutée par les opérateurs de la téléphonie cellulaire. Intrusion des agences privées dans l'institution, privant l'inspection de certains de ses moyens et de ses prérogatives. 4. Pratique à décourager. Pratique pour les 100%. Pratique priorité sans dossier. La pratique suivi caisse noire pour corrompre les inspecteurs. La pratique superbe compréhension des inspecteurs chefs de centre. La pratique de surveillance atypique. La pratique des OPJ complices. La pratique du mercenariat. La pratique d'examinateurs sans profil. La principale cause de toutes ces pratiques demeure la non prise en compte de critiques et recommandations formulées, l'irresponsabilité des acteurs, poursuite des avantages. L'éléphant ne mange qu'une fois l'an. L'opacité dans la gestion des fonds, la répartition inéquitable, égoïste des avantages. Fait par notre camarade Justin, comment un professeur, moi je suis spécialiste en pédagogie, professeur de français, comment un professeur de français peut corriger 250 copies de dissertations et en une journée? Vous comprenez déjà, nous ne prenons que ces volets-là, c'est un véritable problème. Nous prenons l'aspect E13, c'est-à-dire les points de l'école. Comment voulez-vous que certaines écoles ont transmis les E13 avant même d'avoir passé les examens en classe? C'est un problème. Maintenant, quand nous arrivons au niveau de la session ordinaire, à la session ordinaire, eh bien, vous trouvez les élèves avec des téléphones. Et vous comprenez vous-même avec les avancées technologiques. Et donc, les élèves attendent que les réponses leur arrivent dans des salles de classe. Alors, nous avons fait cet inventaire. Il y a beaucoup de choses que vous avez suivies. Je vais donner la parole à Mme Angèle Paenzo de SIADEC qui va nous donner quelques défis organisationnels. C'est-à-dire dans l'organisation, quels sont les défis. Et moi, je vais conclure avec les défis financiers. Vous avez suivi là-bas 1 900 000 élèves. Vous multipliez par 140 000 francs congolais donnés, eh bien, il y a une bagatelle somme qui apparaît. Mesdames et messieurs, les défis que nous relevons ici, c'est pour
améliorer prochainement notre organisation de l'examen d'État. L'examen d'État a beaucoup de complaisance dans les choix des intervenants, les premiers défis. Et dans les choix des intervenants, il convient vraiment à mettre beaucoup d'attention sur les choix des intervenants, parce que les intervenants, on ne peut pas prendre n'importe qui. Moi, j'ai ma soeur à la maison parce qu'elle chôme, je dois la prendre pour venir surveiller ou composer l'examen d'État. Mais il faut tenir compte de l'intégrité, de la compétence. S'il n'y a pas de compétence ou l'intégrité, la personne va faire n'importe quoi. Nous devons faire un bon choix pour une bonne, je dirais, une bonne intégrité et une bonne garantie de travail pour l'examen d'État. Nous avons le deuxième choix, la composition des épreuves de l'examen d'État. La conception des épreuves exige la production de contenu de qualité conforme au programme. Donc, le programme que je suis en train de parler là, le programme scolaire, si le compositeur n'est pas à la hauteur de ce qu'il est en train de faire, il n'y aura pas toujours de bons résultats. Donc nous devons prendre, l'inspection doit choisir des bons compositeurs, pas par complaisance, parce qu'il est mon frère. Vous prenez un professeur de français pour composer la matière d'agronomie ou d'agriculture. C'est impossible, il ne va pas s'en sortir. Dernièrement, à la composition de cette année, il y a un inspecteur qui partait, mais il partait en deux pour la composition. Mais arrivé là-bas, il s'est retrouvé seul. Il a posé la question, mais comment je suis seul? Je ne pouvais pas composer toute une batterie. Il y avait 8 batteries à composer, des séries. Maintenant, on lui a dit, bon, on doit vous joindre quelqu'un d'autre. On a pris quelqu'un qui n'a jamais enseigné, qui n'a jamais composé. On l'a amené là-bas et c'était le premier jour déjà, il était bloqué, il ne pouvait plus continuer avec la composition et on l'a chassé. Le troisième point, le troisième défi que nous avons relevé, c'est la rémunération équitable et ponctuelle de tous les intervenants. Moi, je crois que c'est un défi qui doit passer en amont. Si les intervenants ne sont pas bien payés, si les intervenants attendent seulement la rémunération après des années, moi je crois que même dans le centre de passation, dans le centre de composition, il n'y aura pas de bons rendements. Le gouvernement subventionne l'examen d'État, mais le parent aussi paye pour cet examen d'État. Le même épreuve est doublement subventionné. Alors, comment les intervenants de la composition à la publication ne sont pas payés? Et pourtant, il y a les réseaux cellulaires qui publient et ils gagnent beaucoup d'argent. Et l'argent là, le pourcentage revient à l'inspection générale. Mais cet argent-là, on ne sait pas comment on gère ça. Mais les intervenants cherchent toujours à faire n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés. On doit bien rémunérer les intervenants en amont. La lutte contre la fraude et les antivaleurs. La fraude sous toute forme constitue une menace sérieuse pour la crédibilité de l'examen d'État. C'est ça, la fraude. Et partout là, ailleurs, dans d'autres pays, on n'accepte plus nos diplômes parce qu'on voit que nous ne sommes pas sérieux dans notre façon de faire. L'examen d'État, il y a la fraude. Moi, je pense que dans le rapport aussi, les camarades l'ont lu, il y a la fraude dans le centre de l'examen d'État. Il y a les téléphones qui entrent, mais il y a les chefs de centre qui coopèrent avec le chef des établissements pour que les élèves soient libres
ils peuvent tricher n'importe comment. Alors, cette fraude-là favorise la réussite à 100%. Ça favorise la réussite à 100%. Et cette réussite-là n'est pas crédible. Vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais étudié, mais à la fin, il réussit avec 75%, 80%, voire même 90%. Parce que cette année ici, il y a eu de 90%. Et nous allons donner, parce que si on demande des preuves, nous avons des gens qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais été sur le banc de l'école que nous connaissons, qui ont réussi avec des 60%. Les respects stricts des procédures, des passations, des corrections et de la publication du résultat. Les différentes étapes de l'examen d'État doivent être organisées dans le strict respect des procédures établies. La passation des épreuves, la correction, les traitements des données ainsi que la publication des résultats doivent se dérouler avec rigueur, impartialité, transparence et dans le respect des délais prévus. Vous l'avez suivi, les évaluations certificatives sont doublement financées. Il y a la participation des parents qu'on appelle les fonds générés et on vous a donné la bagatelle des effectifs et ce que les parents déboursent comme frais pour cette année, c'était 140 000 francs congolais, en tout cas de manière générale. Peut-être qu'il y a dans certains coins, dans certaines provinces où on a demandé plus. Donc vous avez la participation des parents et vous avez le financement du trésor public. C'est vraiment des fonds colossaux. Le deuxième défi, les évaluations à ce jour se réalisent principalement avec les moyens des fonds générés. Donc, lorsque vous regardez, parce que jusqu'aujourd'hui, apparemment, l'argent du gouvernement, le financement du gouvernement n'est pas encore disponible. Ça veut dire que tout a été organisé avec ce que les parents ont donné comme moyen. Alors, à quoi va servir maintenant le financement du gouvernement? Parce que les intervenants, jusqu'alors, ils ne sont pas encore payés par rapport à leurs primes. Moi, j'ai été intervenant, il a été intervenante, il a été intervenant. Donc, jusqu'à ce jour, eh bien, ces primes ne sont pas encore versées. Donc, vous comprenez que c'est compliqué. Autre chose, le financement de l'État décaissé en dernier ressort est utilisé à d'autres fins. Nous pouvons donc conclure cela. Parce que au mois de... Maintenant, là, nous sommes au mois de juillet. Demain, après-demain, c'est août et puis septembre. Donc, si les fonds ne sont pas décaissés, c'est qu'il y a des autorités qui récupèrent ces fonds et nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils en font. Nous, en tant que société civile, en tant que synergie, nous devrons décrier. Madame Angèle vous a parlé de la transparence. Manque de transparence dans la gestion des fonds importants alloués à l'organisation des épreuves. Eh bien, on ne connaît pas quelle est la hauteur des fonds que les examens ont générés. Laissez-moi vous dire, vous avez les TENA-SOSPE et vous avez l'examen d'État. Ici, nous parlons principalement de l'examen d'État, mais il y a les TENA-SOSPE avec les classes de 7e et 8e. Et là également, ça génère beaucoup de fonds. Mais si nous restons seulement au niveau de l'examen d'État, nous ne comprenons pas pourquoi on n'arrive pas à payer les différents intervenants. C'est ce qui fait que lorsque nous irons l'année prochaine organiser l'examen d'État, eh bien les intervenants se servent directement quand ils opèrent. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas payés, soit ils seront payés 2 ans, 3 ans plus tard. Au moment où nous avons les deux rubriques, les deux financements. Donc je crois qu'il y a l'occasion, il y a lieu de pouvoir interpeller le gouvernement. Il y a l'État qui met les moyens, les parents qui mettent les moyens, mais les enfants sortent, on a relevé inadéquation entre les résultats et le niveau réel des enfants. Je crois que notre société peut jauger cela sur le terrain. L'enfant a X pourcentage, mais lorsque vous jaugez son niveau, eh bien, c'est la nuit et le jour, et c'est très compliqué. Quelles sont les recommandations que nous formulons? Il faut absolument que soient convoqués les états généraux de l'inspection générale de l'enseignement. Ces états généraux auront pour mérite de veiller sur le choix des intervenants, de payer correctement les intervenants pour les mettre à l'abri de la corruption, d'améliorer la gouvernance dans la gestion des fonds en observant les critères de transparence et de redevabilité, de responsabiliser l'inspection générale de l'enseignement
en lui restituant ses missions régaliennes dans la phase de composition, de correction et même de publication. Aujourd'hui, quand vous arrivez à l'inspection générale, vous trouvez même des agences étrangères, alors que l'inspection générale est capable de pouvoir gérer toutes ces différentes phases. Voilà donc les recommandations que nous formulons au gouvernement. Pour nous, au niveau de la synergie, avant la rentrée scolaire 2026-2027, on doit convoquer les états généraux de l'inspection pour que tous les acteurs se retrouvent et que nous puissions évaluer les faiblesses et les forces en vue d'envisager une meilleure édition pour l'année 2027. Je dis et je vous remercie.